À la une ce soir, la Martinique placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte en raison de l'arrivée de l'ouragan Irma. Il se rapproche de l'Arc-en-Ciel. Dernière précision de Météo France dans ce journal. Au lendemain des intempéries qui ont provoqué le débordement de plusieurs rivières et le sauvetage d'une cinquantaine de personnes dans le nord, les habitants attendent maintenant l'arrivée d'Irma. À la veille de la rentrée, ultime moment de repos. Certains ont choisi de profiter jusqu'au bout des vacances. Nous irons aux Trois-Îlets à la plage de Lens-Mitan. En sport, la sélection de volley de Martinique se prépare activement pour les qualifications du championnat du monde. Ça se passera dans le Colorado aux États-Unis. Les joueurs n'ont pas droit à l'erreur, vous le verrez. Et puis les élections sénatoriales, c'est dans 3 semaines maintenant. Dès demain, les prétendants au poste pourront déposer leur candidature en préfecture. 2 sièges sont à pourvoir chez nous. Nous aborderons les enjeux du scrutin avec Eddy Marajo dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Je vous le disais à l'instant, Météo France a donc sorti le drapeau jaune à l'approche de l'ouragan Irma, qui est maintenant à un peu moins de 1400 km à l'est de nos côtes. Vous le voyez sur l'animation satellite. Vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte depuis ce midi. Pour le moment, il est difficile de savoir quelle sera la trajectoire exacte du phénomène. On écoute tout de suite les dernières précisions de Christian Massip de Météo France au micro de Johan Boulard. La trajectoire passera à coup sûr, ou pratiquement à coup sûr, dans ce cône. Alors effectivement, si la trajectoire descend de fait un petit peu plus au sud, nous, on aura un petit peu plus de vent. Mais pour l'heure, l'inquiétude est relativement modérée, voire faible sur ce scénario, parce que tous les calculs depuis hier soir sont très constants autour de cette trajectoire proche des îles du Nord. On aura des vigilances en temps de besoin. Pour la mer, on l'a lancé déjà, donc de niveau jaune. Il y aura probablement un besoin, en fonction de comment s'organisera ce système quand il ira sur nous, de réfléchir sur les niveaux de vigilance qu'il sera utile de prononcer pour la pluie notamment. Et éventuellement, si malheureusement la trajectoire passait plus au sud près de la Guadeloupe, là on aura quand même des vents qui seront assez du style de Harvey qu'on a connu récemment, entre Harvey et Matthew. Mais c'est vraiment le scénario le pire, mais qui est très peu probable. Et hier, suite aux intempéries, une cinquantaine de personnes a dû être secourues au Prêcheur et à Grand-Rivière. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit, justement. Les habitants du Nord attendent maintenant l'arrivée d'Irma. Mais sont-ils réellement inquiets? Loïc Régis. La rivière Couleuvre, sortie de son lit hier, a piégé 39 personnes. Tous les marcheurs ont été secourus grâce à l'intervention des pompiers. Une opération rapide, mais difficile. Les hommes du centre de secours de Saint-Pierre qui sont intervenus dans des conditions relativement délicates, difficiles, suite à la montée des eaux. La rivière de Lens-Couleuvre qui débordait. Et malheureusement, il y a eu 39 personnes prises par cette montée des eaux, par cette couille. Les pompiers en général sont toujours prêts à intervenir sur des opérations délicates. Ce matin, les randonneurs ne semblent pas plus inquiets que d'habitude, rassurés par la présence du soleil. Inconsciemment, on n'y a pas trop pensé, donc finalement, on y est, il fait beau, on y va. On a bien regardé la météo, donc aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de pluie de prévu, donc pas de raison de s'inquiéter. S'il pleut, il faut rentrer vite chez soi, il ne faut pas traîner ici. Le ciel martiniquais devrait s'assombrir dans les jours à venir. L'ouragan Irma approche, les préchotins se tiennent prêts. Oui, chacun est de nous en l'eau. En l'eau. Et puis mauvais temps, tout le monde met en abri, bien tranquille. Non, on m'a pas peur, moi ça faisait noir dans un pays tropical, c'est saison. Nous avons des filets, nous avons des casiers, nous avons des yoles, des moteurs et tout, les embarcations qu'il faut mettre en sécurité. Les futurs phénomènes météorologiques qui pourraient concerner le nord de l'île suscitent la vigilance des élus. Concerné, bien sûr, on est à l'écoute, on est vigilant, tous les services sont déjà alertés, nous avons déjà fait un premier point avec les élus concernés et dès lundi, nous essaierons de faire le point en fonction aussi des bulletins météorologiques avec les services compétents et la population, bien évidemment. En attendant l'ouragan Irma, la Martinique profite du calme relatif et le Nord continue d'offrir ses nombreux trésors. Et malgré l'annonce de ce mauvais temps, certains ont souhaité profiter jusqu'au bout des vacances avant la grande rentrée de demain, comme cette famille ducossaise que vous allez découvrir à la plage de Lens-Mitan. Johan Boulard. Dernier dimanche des vacances.
Beaucoup ont choisi de le passer à la plage, alors on fait le plein de soleil, on se détend et on s'amuse. C'est toi qui fais, c'est pas moi. C'est le cas de cette famille du Cossez, venue profiter jusqu'à la dernière goutte de l'Anse mi-temps. La plage a ses vertus. Pour la vie santé, on peut se détendre avec les brasses pour certaines douleurs, pour le calme. On rencontre des amis, on discute, on court. Ouais. C'est le plaisir d'y être dans l'eau. Aujourd'hui spécialement, c'était juste pour se ressourcer vraiment, pour faire une petite croix sur la fin des vacances, malheureusement qui finit. Si certains regrettent déjà les vacances, d'autres abordent la rentrée avec enthousiasme. Parce que j'aime bien l'école, j'aime bien travailler et j'aime bien goûter. Merci, à la prochaine. Je vais vous faire remplir un contrat de location. D'accord. C'est au cas où les affaires maritimes nous contrôlent. Ok, pas de souci. Donc il faut que vous soyez en randonnée. D'accord, nom, prénom, okay. date de naissance, l'adresse. Cyrine, elle, entame la dernière ligne droite de ses vacances. Arrivée depuis le 25 août, elle repart demain. Elle a choisi de ne pas y penser en s'offrant une dernière dose d'adrénaline. Je réfléchis pas en fait, je suis occupée avec le jet ski, je réfléchis pas, j'adore la vitesse. Je suis moins fan des grosses vagues, mais j'adore la vitesse et l'eau, la mer. Du côté des professionnels, cette veille de rentrée est un dimanche comme un autre. Ça n'a pas arrêté les gens, c'est ce que je leur dis. Rien ne nous arrête, on est toujours là, sur la plage, à partager des bonnes choses, toujours avoir le sourire et surtout finir les bonnes vacances jusqu'aux dernières minutes, aux dernières secondes avant la rentrée des classes. Même si on reste bien conscient qu'à partir de demain, les plagistes se feront plus rares. Je ne dis pas que dans les prochains jours, ça va augmenter, parce que d'autant plus qu'on a toujours une clientèle adéquate, ça va baisser un tout petit peu. Jusqu'au mois d'octobre, on a une baisse d'activité qui est normale, chaque année. On profite de faire la maintenance des machines. Ça nous permet aussi de voir ce qui va nous manquer pour les croisiéristes, puisqu'on a la saison croisiériste qui arrive. Et ça nous permet d'être pris fin octobre. Demain, nombreux seront ceux qui reprendront le chemin de l'école. Il faudra donc troquer palme et tuba contre bic et cartable. En bref, au Club Med des Boucaniers à Sainte-Anne, on a frôlé la catastrophe. Ce matin, un four de la cuisine de l'hôtel a littéralement implosé, faisant 3 blessés légers. Heureusement, ces personnes ont rapidement été prises en charge par les secours et admises au CHU de la Martinique. L'activité a ensuite rapidement pu reprendre au sein de l'hôtel sans impacter davantage le personnel et les vacanciers. Plus de peur que de mal, donc. Ce rendez-vous à Fort-de-France à présent, à la veille de la rentrée, comme à l'accoutumée, le CERMAC ouvrait ses inscriptions pour une trentaine d'activités autour de l'art et de la culture. Ce matin, le public s'est massivement déplacé à l'espace Camille Darcière à Fort-de-France. On écoute les propos de la directrice adjointe du CERMAC, recueillis par Loïc Régis. On a 2 pôles de paiement et de renseignement, ce qui fait que c'est un peu plus fluide. Cependant, les délais sont quand même longs, il faut être honnête. Les personnes attendent un petit peu, mais tout le monde trouve satisfaction. 85 € pour une année de percussion, ou bien quel que soit le type d'atelier, c'est quand même intéressant. Il faut savoir que l'objectif, c'est de mettre la culture à la portée du maximum de personnes, et les gens l'ont bien compris. Donc ils viennent parce qu'ils ont soif de cet enseignement-là. Et ils connaissent aussi la réputation du CERMAC, des enseignants, enfin des animateurs d'ateliers qui sont au CERMAC. Donc tout ça fait que la population vient. Et pour les retardataires, une seconde journée d'inscription aura lieu dimanche prochain. Au Morne Rouge, à présent, lancement officiel et en fanfare aujourd'hui de la fête patronale, après la traditionnelle messe et les défilés des associations de la commune. Élus et officiels ont été ensuite reçus au Millénium du Morne Rouge. L'occasion pour le maire, Jenny Dulis-Petit, de s'exprimer quant à sa candidature au sénatorial. Contre toute attente, elle a décidé de renoncer à se présenter pour pouvoir conserver ses fonctions de maire. On l'écoute au micro de Guillaume Bacoul. J'étais animé de ce désir-là, me présenter aux élections sénatoriales. Je le voulais franchement pour mon pays. Et vous savez, avant de prendre des décisions, il faut prendre le temps de réfléchir. J'ai longuement réfléchi. J'ai analysé. J'ai choisi de rester avec la population du Morne Rouge. J'ai choisi de rester
avec la population de Martinique et je sais que si le destin veut que j'ai demain un poste au niveau national, les choses se feront. Vous savez que je suis une femme de rassemblement, je ne suis pas une femme de division. J'appartiens quand même à un groupe qui s'appelle Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Un choix a été fait, donc je ne peux pas dire et maintenir une candidature qui ferait désordre. Je suis pour l'unité des Martiniquaises et des Martiniquais. On reste en politique, c'est le dernier scrutin de l'année. Les élections sénatoriales se dérouleront le 24 septembre prochain. 2 sièges sont à pourvoir chez nous et c'est donc à partir de demain que les prétendants au poste pourront commencer à déposer leur candidature en préfecture. Lors de ce scrutin, environ 800 grands électeurs en Martinique devront désigner les 2 représentants de notre île au Sénat. Eddy Marajo, bonsoir. Bonsoir. On va décrypter tout de suite avec vous cette élection plus en détail. Alors tout d'abord, expliquez-nous qui est déclaré, qui est en passe de l'être et qui pourrait créer la surprise. Alors il faut quand même rappeler qu'il n'y a que 2 sièges et 860 électeurs, grands électeurs. On a pour l'instant dénombré au renoncement de Madame Dulis-Petit une dizaine de candidats répartis sur l'ensemble de l'échiquier. En particulier, je vais les citer très rapidement, Éric Valère, du RDM, mais sans investiture de l'RDM, Edith Velayoudon pour les Républicains, Catherine Conconne, Yvon Paquet, PPM dissident. On va en reparler dans un petit instant, Catherine Conconne, justement. PPM, Maurice Bonté, EPMN, qui se tâte encore, Atana Jeanne Rose, PPM, qui n'a pas pris de position définitive, Joseph Virassami pour les socialistes, Maurice Bonté, maire d'Ajoupa-Bouillon, qui lui aussi se tâte. Donc on va dire une petite dizaine de candidats pour 860 électeurs. Donc c'est un scrutin qui est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas direct. C'est un collège, je le disais, de grands électeurs qui désignera les sénateurs. Qui sont-ils justement ces grands électeurs? Et comment est-ce que les candidats devront-ils les convaincre? De quelle façon? Alors, il y a 860 grands électeurs répartis de la manière suivante. Il y a 4 députés, donc les 4 députés actuels auront le droit de voter. Ce sont des élus locaux, en fait. Voilà, ce sont essentiellement des élus locaux. Les 2 sénateurs qui sont encore sénateurs jusqu'au 24 septembre iront voter. Les 51 conseillers territoriaux de l'Assemblée iront voter également. Et puis, il y a 803 délégués qui sont répartis de la manière suivante. Ce sont des conseillers municipaux essentiellement, donc ils viennent des communes. Alors le nombre de délégués, on les appelle des délégués, est fonction du nombre d'habitants. Alors grosso modo, rapidement, les petites communes ont 3 délégués, jusqu'à 15 délégués, et puis les communes de plus de 30 000 habitants ont jusqu'à tous leurs collèges municipaux, plus des délégués supplémentaires. Alors, il n'y en a que 2, évidemment, Fort-de-France et le Lamentin. Et justement, que devront faire donc, les candidats pour séduire ces grands électeurs? Alors, la posture classique, c'est de demander une autorisation au maire, de parler au conseil municipal. Donc, dans les jours qui viennent, il y aura une cohue invraisemblable de candidats devant des conseillers municipaux, s'ils le souhaitent, bien évidemment. Donc, les candidats vont, avec leur petite mallette, convaincre les électeurs, les grands électeurs qui sont essentiellement, on l'a vu, des conseillers municipaux, pour qu'ils leur accordent leur suffrage. Alors il faut rappeler quand même que c'est une élection où le vote est obligatoire. C'est la seule élection en France. Sinon il y a une amende à la clé, il me semble. C'est ça ? 100 euros. 100 euros. 100 euros si vous ne votez pas. Vous parliez justement des électeurs municipaux. C'est intéressant parce que justement, l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle est très largement représentée au niveau des municipalités. Or, les délégués des communes, c'est 90% de ces grands électeurs. Est-ce à dire que les candidats de l'Alliance partent déjà avec une longueur d'avance? Oui, il faut 431 voix pour être élu au premier tour. Et les délégués, si on les compte en excluant toute forme de trahison, puisque le vote est quand même secret, les délégués de EPMN sont 497, c'est-à-dire environ 57% du corps électoral. Donc a priori, les candidats officiels de PMN devraient gagner cette élection, je le disais, sauf non-respect de la consigne de vote, c'est tout à fait possible. Et puis surtout, il y a ce fameux
affrontement possible ou probable entre Catherine Conconne et Yvon Paquette, tous deux du PPM. Alors justement, c'était ma prochaine question. Quelle menace représente-t-il réellement pour Catherine Conconne ? Bon, je pense que Yvon Paquette, s'il maintient sa candidature, peut gêner l'élection de Catherine Conconne au premier tour. Mais il y a de fortes chances que, sauf s'il y a vraiment une révolution au sein des conseillers municipaux, il y a de fortes chances que Catherine Conconne finisse par l'emporter, probablement au deuxième tour, sauf si on la prend dans les jours qui viennent. Donc faire cavalier seul ne serait pas forcément bénéfique pour lui au final. Non, Yvon Paquette part avec un désavantage officiel, théorique bien évidemment, puisqu'il n'est pas le candidat officiel. Alors bien évidemment, on se dit que c'est un désavantage, mais on ne sait jamais. Il se peut très bien qu'un certain nombre de conseillers municipaux qui ne portent pas Catherine Conconne dans leur cœur puissent voter pour Yvon Paquette. Mais à mon avis, la tradition au sénatorial est de respecter les consignes des leaders des partis. Et là, a priori, il ne devrait pas avoir de problème. Et justement, avec l'arrivée de La République En Marche, quel est l'avenir des sénateurs ? Alors, question un peu plus globale. Emmanuel Macron a promis de réduire le nombre de sénateurs. Bon, ça, c'est encore dans les cartons. Et pour faire tout ça, il faut, et toutes les grandes réformes qu'il envisage, il faut avoir une réforme constitutionnelle. Et pour avoir une réforme constitutionnelle, il faut les 3/5 des parlementaires. Or, il se peut que Emmanuel Macron ne réussisse pas son pari. Il parlait de 80 à 100 sénateurs sur les 170 qu'il y a à élire. Ça étonnerait beaucoup. Il sera probablement entre 40 et 50 sénateurs, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il n'en a presque pas. Mais ça ne suffirait pas à atteindre ces fameux 3/5 des parlementaires pour peser sur les choix en matière de révision constitutionnelle. Donc ce sera probablement pour plus tard. La droite risque de conserver la majorité au Sénat. Effectivement. Merci Eddy beaucoup, Marajo, pour toutes ces précisions. À très bientôt. Restez avec nous dans un instant, direction le Robert pour le top départ cet après-midi des Foulées du Sud. Une semaine pour traverser 9 communes, nous le verrons. Nous irons ensuite en Guadeloupe où on va vous apprendre ou peut-être vous réapprendre à réaliser votre propre ponche traditionnelle. Ce sera dans un instant. Mais pour l'heure, ouvrons une page de sport. En volée, la sélection martiniquaise se prépare pour le championnat du monde. Les joueurs s'entraînent déjà très activement pour la phase finale des qualifications du 26 septembre au 2 octobre prochain, qui auront donc lieu au Colorado, aux États-Unis. Ils n'ont pas droit à l'erreur, sinon ce sera l'élimination directe. José Le Chertier. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Changer. Alors, dernière ligne droite pour les vice-champions de la Caraïbe. La sélection de la Martinique s'envolera dans 19 jours pour jouer les phases finales des qualifications de la Coupe du Monde. La première véritable bataille pour les joueurs se fera à Colorado Springs. La Martinique évoluera dans la poule A, composée de Trinidad and Tobago, Costa Rica et les États-Unis. Autant dire que c'est du lourd. Très très dur. Trop dur même. C'est un tournoi qu'on prépare normalement. Effectivement, ça s'annonce très difficile, mais c'est sur le terrain qu'on verra vraiment la force de la sélection. Maintenant, de l'autre côté, c'est vrai qu'on a vu des images. Bon, c'est très impressionnant, mais pour l'instant, on est confiant. C'est vrai que voir à la télé et évoluer contre ces équipes-là, c'est autre chose. Après, je pense et j'espère pouvoir apporter à l'équipe durant la compétition. Depuis 2008, Alain est en charge de la préparation des joueurs de la sélection. Cette fois, il leur a concocté un menu de choix. On va partir sur une préparation où on va tout mettre, un amalgame où il y aura toutes les activités. Un condensé quoi. Donc c'est un truc spécial pour qu'on soit prêt pour le Colorado. Bien que nous savons que nous allons faire de grosses pointures, mais ce sera pour nous une très bonne expérience. On va travailler par atelier, par 1 ou 2 gars sur chaque atelier. Et après, une bonne récupération active, on va passer à un travail en circuit.
sélection martiniquaise de volleyball jouera face aux États-Unis le 26 septembre à 19h, contre le Costa Rica le 27 à 15h et Trinidad et Tobago le 28 à 17h. Avant leur départ prévu le 22 septembre, les vice-champions de la Caraïbe se retrouveront lors de stages bloqués dans le but de parfaire la cohésion de groupe. Et c'est parti pour la 25e édition des Foulées du Sud. 7 étapes, 9 communes à traverser. Durant une semaine, chaque jour, les concurrents devront parcourir 8 km. Le top départ de la course a été donné au Robert cet après-midi. Voyez ces réactions recueillies par José Lechertier. Cette édition, je pense que ce sera une des plus belles éditions puisque les coureurs que nous avons, pas obligatoirement chez les filles, il y a une championne, celle qui a gagné l'année dernière, mais cette année, nous avons au moins je peux dire, 8 gars qui peuvent prétendre à la victoire finale. Par rapport à l'an dernier, les deux premières étapes qui ont changé, nous sommes revenus vers Sainte-Anne. La première étape qui part de Cap-Ferré qui arrive au bout de Sainte-Anne et la seconde étape qui part de Josso et qui arrive à Rivière-Pilote. Sinon, les autres étapes suivent. Et du côté de la mer, deuxième manche du championnat de jet ski de Martinique cet après-midi également. Elle s'est déroulée à Sainte-Luce sur la plage de Deuxième-Anse. José Lechertier y était, regardez. On gagne la première manche ce matin, la manche offshore. Là sur la seconde, bon, je comptais la gagner, mais bon, la mécanique m'a fait un petit peu défaut. Donc je termine second, mais néanmoins, bilan plutôt positif jusqu'à maintenant. Il reste encore une dernière manche. Celle-là, on y va pour la gagne, hein, tout pour le tout. On est sur une belle commune à Sainte-Luce, la mer est super belle. La course est belle aussi, avec un plan d'eau magnifique. Et c'est une mise en jambe pour les futures compétitions. On a fait la deuxième manche, j'ai fini deuxième. J'ai un Yamaha SVH au stock. Et c'est juste pour participer, mais on est là, on essaie de gagner aussi, mais on est d'origine et on tient bon. En nouvelle saison, l'année dernière on était en compressé, là on passe en atmosphérique et là c'est ma machine. Après 6 mois de bataille administrative avec les partenaires, je suis parti la chercher en Guadeloupe et maintenant je l'ai. Elle est aux attentes elle répond à mes attentes, elle est performante avec 3 fois rien dessus, elle est fiable et elle fait ce que je lui demande, elle est géniale. La première manche, elle aurait pu être bonne, mais j'ai eu un petit souci entre les deux tours, un problème de pompe à essence. Donc la pompe à essence, elle n'est pas morte, mais elle donne des signes de faiblesse. Donc j'ai dû revenir et ça m'a pénalisé sur ma place à la fin de la manche. La deuxième manche, ça a été un peu mieux. J'ai pu un peu me battre avec les compressés, les F1, qui ne sont pas bien sûr dans ma catégorie, puisque je suis encore en atmo. Et non, mais aujourd'hui, c'est pouvoir naviguer, éloigner les pannes qu'on pourrait avoir pour que les prochaines manches, et surtout pour la Martinique Cup, être performant et fiable surtout. Et du côté des routes, troisième et dernier jour aujourd'hui du championnat de France des comités régionaux de cyclisme. 114 km d'étape aujourd'hui et c'est le Guadeloupéen Louis Sablon qui a remporté le titre de champion des DOM 2017. Du côté de la délégation martiniquaise, Axel Carnier termine 3e au classement général. Direction la Guadeloupe à présent. Si vous avez toujours rêvé de faire votre propre punch traditionnel, suivez bien la recette qui suit. Un petit remontant avant la rentrée à consommer bien évidemment avec beaucoup de modération. Karen Diamin. Fruits de la passion, cannelle, vanille, amandes amères, sucre, rhum blanc et un citron vous seront nécessaires pour préparer une bonne liqueur locale à base de fruits pays. La première étape, c'est de laver les maracujas, bien les laver. Ensuite, les couper en deux, récupérer la pulpe qui est à l'intérieur. Une fois la pulpe récupérée, il convient de la peser et d'y incorporer la moitié de son poids en sucre. Voilà, on remet bien. Voilà. Après, on va maintenant ajouter
un petit bout de cannelle dedans. On met à bouillir et on va ajouter la peau. Normalement, le maracuja n'a pas besoin de parfum puisqu'il a déjà son parfum. Donc c'est le zeste d'un seul citron? Oui, un petit peu, quelques zestes, pas beaucoup, juste pour relever, puisque c'est un fruit qui est assez parfumé. 3 quarts d'heure plus tard, une fois le mélange arrivé à ébullition, place aux derniers ajustements. Maintenant qu'on est tout est prêt, on ajoute un petit peu d'amande amère et de vanille, mais juste une petite goutte pour relever un petit peu. Allez, voilà. Ça sent le parfum. On laisse refroidir et puis après on va ajouter le rhum. Quelle quantité de rhum on ajoute? Bon, ça dépend du goût. Si on veut que ça soit très fort, on met à 50%. Si on veut que ça soit pas très fort, on met à 25%. C'est-à-dire, on prend 1 litre de sirop, on compte 1 litre de sirop et on ajoute 25% dedans, de rhum. Voilà. Avec ou sans glaçon, la liqueur pays sera la star de vos apéros. Avant de refermer ce journal, cette information pratique, si vous souhaitez faire un don de sang, demain lundi, le camion de l'EFS sera présent au Fort de Zé à Fort-de-France de 8h à 13h. N'oubliez pas que vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don, à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann, ce de 9h à 16h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres qui ont été développés. La Martinique placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte en raison de l'arrivée de l'ouragan Irma. Il se rapproche de l'arc antillais. Dernière précision de Météo France dans notre journal. Au lendemain des intempéries qui ont provoqué les débordements de plusieurs rivières et le sauvetage d'une 50aine de personnes dans le nord, les habitants attendent maintenant l'arrivée d'Irma. À la veille de la rentrée, ultime moment de repos, certains ont choisi de profiter jusqu'au bout des vacances. Nous sommes allés aux Trois-Îlets, à la plage de Lens-Mitan. En sport, la sélection de volley de Martinique se prépare activement pour les qualifications du championnat du monde. Ça se passera dans le Colorado, aux États-Unis. Les joueurs n'ont pas droit à l'erreur, nous l'avons vu. Et puis les élections sénatoriales, c'est dans 3 semaines maintenant. Et dès demain, les prétendants au poste pourront déposer leur candidature en préfecture. 2 sièges sont à pourvoir chez nous. Nous avons décrypté les enjeux du scrutin avec Eddy Marajo. La suite de vos programmes à 20h, ne manquez pas le film Jurassic Park. Et à 22h, nous vous proposons de revoir le film Las Vegas avec Michael Douglas et Robert De Niro. Demain, à la même place, vous retrouverez Jean-Marc Dabreu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Très belle soirée sur ATV.